Bonjour à tous, merci d'être présents à cette table ronde. Table ronde qui s'inscrit donc dans le projet, un projet plus vaste, Cavive, qui vise à terme à proposer des solutions pour améliorer la qualité de vie, le bien-être des habitants, améliorer les relations de voisinage. Alors, il m'a semblé important de prendre un temps pour échanger sur des nuisances, un type de nuisance qui impacte considérablement la qualité de vie des habitants, à savoir les nuisances sonores, que l'on présente d'ailleurs comme l'ennemi numéro 1 des relations de voisinage. Et beaucoup d'études rapportent qu'il y a une majorité de personnes, 70% des personnes, 80% des personnes se disent être impactées ou ont été impactés par des problèmes de voisinage. Alors, ça peut prendre la forme d'un inconfort, ce qui en soi déjà suffit à dégrader la qualité de vie, mais cela peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes et impacter la santé mentale, engager la santé mentale. Alors, d'après une étude de l'ADEME, commandée par l'ADEME et le Conseil national du bruit, le coût social du bruit de voisinage en France serait estimé à 27 milliards d'euros. Alors, pour échanger sur cette thématique-là, nous avons le plaisir d'accueillir donc Hélène Bigot, présidente du tribunal judiciaire de Chambéry, Arnaud Carré, professeur en psychologie, directeur scientifique de la chaire BEST, sur laquelle tu pourras dire quelques mots si tu veux, et chargé de mission bien-être à l'USMB, Marielle Thiebnaz, adjointe au maire et en charge du quartier des Lauriers. Du Laurier. Il y a un seul laurier. C'est la rue du Laurier, en fait. Enfin, bon, je dirais un petit mot. Alors, en fait, c'est cette rue qui est au centre du quartier. C'est le quartier qui va des Monts jusqu'aux Charmettes, passant par le faubourg Montmélian, Curial, Calamine, rue de la Banque, etc. Oui, je vois. Voilà. Et la rue du Laurier, c'est la petite rue qui est parallèle au faubourg Montmélian et qui est le barycentre du quartier. Bernard Ducruet, conciliateur de justice, et Laurence Clairenaud, maître de conférence en droit privé à l'USMB et spécialisé dans la réparation du dommage corporel. Alors, je suis tenté de lancer cette table ronde en m'inspirant un petit peu de l'actualité et du ton qui est employé parfois dans certaines émissions, où on trouve des opinions radicales, tranchées, pour ne pas dire brutales. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, la question des relations de voisinage, ne consiste pas à savoir s'il faut supprimer les coqs, supprimer les cloches, supprimer les néo-ruraux, mais elle se situe à la tension entre des intérêts antagonistes, opposés, qu'il s'agit de concilier. Voilà. Et toute la question des relations de voisinage, de savoir comment concilier, à mon avis, ces différentes libertés et droits. Alors, on va commencer tout simplement par se demander quels sont les types de nuisances qu'on rencontre, les nuisances sonores que l'on rencontre le plus souvent, les causes, et peut-être Marielle Thiebnaz, vous êtes en charge du quartier du Laurier. Il y a du bruit dans ce quartier? Alors, le quartier du Laurier, alors, je pense que la majorité des personnes ici le connaissent. Hein, c'est un quartier qui est un quartier assez varié, puisque sur les deux collines des Monts et des Charmettes, on a une ambiance qui est plus une ambiance résidentielle. Et puis on a, quand on redescend sur le faubourg Montmélian, Curial, Calamine, une ambiance plus urbaine. On reste dans Mérande aussi, hein, on est entre les deux. On est dans des quartiers qui sont relativement calmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des demandes des habitants qui nous disent il y a du bruit, etc. etc. Alors, je peux décrire tout de suite. Alors, on n'est pas forcément sur... Alors, peut-être pour vous expliquer. Donc, moi, je suis adjointe de quartier. Donc, l'adjointe de quartier, elle travaille avec une mairie de quartier, la mairie de quartier Centre Laurier. Et lorsque un habitant a quelque chose à reprocher à ses voisins, à quelque chose qui ne fonctionne pas dans la ville, on nous écrit, et donc nous on a des chargés de la demande habitant. Donc on voit passer des demandes, des
des alertes, un certain nombre de choses. Alors c'est vrai que sur les conflits de voisinage entre voisins, on nous écrit assez peu parce que je pense que les Chambériens ont bien compris que c'était pas du droit en lien avec la mairie, que c'était plutôt du droit privé en quelque sorte. En revanche, on nous écrit pour des problématiques de bruit, alors qui sont souvent liées au service public. Les poubelles par exemple qui passent trop tôt. On a le soufflage des feuilles, qui est aussi une nuisance sonore qui peut être très, très impactante. On a aussi des lieux qui accueillent des enfants, des écoles, des maisons de l'enfance, où c'est vrai que les enfants qui jouent, ça peut faire du bruit. Et il peut y avoir des configurations architecturales qui font que ce bruit va résonner. Donc c'est pas le problème du bruit des enfants qui génèrent du bruit, c'est plutôt la configuration des lieux qui crée des nuisances sonores parce que ça résonne. On a aussi des choses qui sont le bruit des véhicules. Donc vous savez qu'au niveau de la ville de Chambéry, on a développé un concept de ville apaisée, donc pour réduire la circulation automobile en cœur de ville. Donc c'est vrai que, alors on nous dit on peut plus se garer, etc., mais il y a beaucoup de gens qui nous disent on a plus de calme, c'est plus apaisé, on peut se promener sans avoir des véhicules, le bruit des moteurs, etc. Voilà, donc c'est plutôt des bruits qui sont liés à la vie publique, je dirais, qui sont une problématique et pour lesquelles on alerte la mairie. Moins des conflits privés. Hélène Bigot, dans les affaires de voisinage, quelles sont les causes les plus fréquentes de nuisances sonores? Alors, j'ai pas de réponse, j'allais dire, dogmatique à cette, ou en tout cas caricaturale à cette question, puisqu'en réalité, comme le disait très bien Madame Thievenaz, nous sommes destinataires d'affaires, c'est-à-dire qu'en fait on est déjà saisis, donc on n'a pas connaissance de déjà la totalité des affaires de voisinage et des bruits. Et puis, évidemment, vous disiez que vous n'alliez pas commencer avec les caricatures qui sont faites dans les médias, mais le fait est, c'est que c'est très aléatoire. En ville, on va avoir, peut-être ou en zone très urbanisée, on va avoir le problème de voisinage avec les bruits de pas du voisin du dessus, ou la musique un peu trop forte, ou ce genre de choses. Dès qu'on est plus à la campagne, on peut avoir d'autres sources de bruit. On peut aussi avoir, évidemment, les bruits liés aux activités économiques ou industrielles, ce qui fait qu'en réalité, il n'y a pas de typologie du bruit particulière qu'on va retrouver dans un tribunal. On va avoir tout genre de bruit, tout genre de troubles du voisinage et d'agressions sonores. Et même, pour aller plus loin dans la réponse, le mot que je viens d'employer, d'agression sonore, fait appel au fait que le bruit va à la fois revêtir, du point de vue du juge, une qualification civile, qu'on appelait avant les troubles anormaux du voisinage. On ne parle plus comme ça normalement dans la loi, mais c'est encore ça. C'est encore comme ça qu'on appelle ça. Et puis il y a évidemment toutes les infractions pénales en lien avec le bruit, que ce soit le tapage, où là on a des contraventions, ou l'agression sonore, qui sert notamment à réprimer les appels téléphoniques malveillants qui sortent en fait des conflits de voisinage, puisque l'essentiel des appels téléphoniques malveillants dans les juridictions sont en fait des problèmes interpersonnels liés au couple en réalité. Bernard Ducruet, dans les dossiers de conciliation Alors, dans les dossiers de conciliation, est-ce que vous pourriez je vais vous dire deux mots sur la conciliation. Oui, voilà. La conciliation de justice, donc c'est un des modes alternatifs de résolution des différends. Il y en a plusieurs. Il y a la conciliation, la médiation. Après, je ne me souviens plus lesquels, mais enfin en matière de conciliation devant le juge, les ARA, c'est ça? Les audiences de règlement amiable. De règlement amiable qui viennent
Tout à entre fait. guillemets, ça vient de sortir, alors que la conciliation de justice est en fait une institution, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, assez ancienne, puisque ça remonte à 1978. Ça a pris un petit essor à partir des années 2010-2015. Donc, l'objectif de la conciliation, c'est d'inviter des parties qui ont des difficultés, des différends, terme qu'on emploie, à forger, enfin, à trouver ensemble la solution pour mettre fin à leurs problèmes. Voilà comment ça se passe. Donc on n'est pas chargé, nous, conciliateurs, de dire le droit, on est chargé d'aider les parties à trouver une solution. Donc on écoute la partie, on va dire, demanderesse, et ensuite on écoute la partie défenderesse, et on réunit les deux. Donc toujours avoir bien à l'esprit, quand on est conciliateur, entendre, on va dire, les deux sons de cloche, hein, pour employer l'expression familière. Et ensuite, on réunit les deux parties et ensemble, on essaye de formaliser l'accord. Oui. C'est plutôt dans un objectif amiable? Ah ben c'est tout à fait amiable. C'est la formule juridique, c'est la tentative préalable de conciliation. Donc c'est amiable. C'est en matière, par exemple, de bruit. Ça fait partie des passages obligés avant de saisir le juge. Il faut avoir fait une tentative de résolution amiable, qui peut être la conciliation, la médiation, essentiellement. Voilà, donc sur la cour d'appel de Chambéry, on a à peu près 65 conciliateurs. On travaille essentiellement maison de justice et du droit quand il y en a 5 en Savoie, par exemple. Dans les antennes France Service, on est présent dans une quinzaine d'antennes France Service, en Savoie toujours. Et voilà, sur donc, les deux tribunaux, Chambéry et Albertville, dans les deux ressorts, on est 28 conciliateurs. Donc l'idée, c'est d'être au plus proche des gens, avec globalement le ratio qui est demandé. Enfin, l'objectif, ce serait un conciliateur pour 25 000 habitants. Dans la cour d'appel de Chambéry, on est à peu près un conciliateur pour 18 000 habitants. Donc ça, voilà, à peu près, est important à dire pour tout le monde. La conciliation, donc les conciliateurs sont des bénévoles, donc on intervient, voilà. On donne de notre temps pour aider les gens à trouver des solutions à leurs difficultés. Alors, et c'est gratuit, hein, donc voilà. C'est une phase gratuite, ça c'est important à dire. Les gens prennent rendez-vous, on les reçoit. L'autre point important, pour les différents liés on va dire, aux troubles de voisinage. Et dans les troubles de voisinage, il y a deux types de troubles. Bon, effectivement, les nuisances sonores, rarement olfactives. Il y a aussi beaucoup de troubles liés à la propriété. Les limites de propriété, les feuilles qui tombent dans la piscine du voisin, enfin bon, bref. On n'arrive pas à orienter encore le sens du vent pour résoudre les problèmes, mais ce serait bien. Mais ce n'est que cette partie-là, je vais dire, 25% de notre activité, entre les troubles de voisinage liés au bruit et les troubles de voisinage qu'on appelle bruit ou nuisances olfactives, sonores, etc., et les troubles de voisinage liés à l'immobilier. L'essentiel de notre activité, c'est quand même la consommation, entre 25 et 30% des affaires suivant les années, et ensuite les relations bailleur-locataire ou locataire-bailleur, enfin ça marche dans les deux sens, bien entendu, problème de copropriété. Voilà. Et sur l'ensemble de la cour d'appel, l'année dernière, on a traité 2600 affaires. Et quand on arrive à avoir les deux parties, ce qui est important, parce que des fois vous recevez la partie demanderesse et puis la partie défenderesse, elle est aux abonnés absents, donc vous ne pouvez rien faire. Donc on conclut par une carence. Quand on arrive à avoir les deux parties, on a globalement entre 45 et 50% d'accords. Donc c'est-à-dire qu'on trouve une solution. Cet accord peut être oral. Le mieux souvent, c'est quand même qu'il soit écrit, donc il est signé des parties. Cet accord est déposé au greffe du tribunal civil du ressort et peut être à la demande des parties homologué. C'est-à-dire que cet accord vaut jugement et qu'il sera exécutoire. Tant qu'il n'est pas homologué, c'est un contrat, on va dire, entre deux personnes. Donc, je ne vais
pas si j'ai été... Oui. Est-ce que les dossiers de conflit de voisinage sont des dossiers plus compliqués que les autres? Enfin, ça à vous. Enfin bon, pour nous, j'ai pas eu énormément de dossiers de conflit de voisinage, mais on sait que très souvent, c'est... alors, deux types de dossiers. Des gens viennent, prennent rendez-vous avec le conciliateur parce qu'ils ont été invités par la gendarmerie ou la police en disant ouais, ça c'est pas vraiment du pénal, essayez de voir avec le conciliateur si vous ne pouvez pas trouver une solution amiable. C'est assez fréquent en matière de bruit. Donc voilà, ce ne sont pas des dossiers faciles, parce qu'en fait on est complètement dans le domaine purement subjectif. Il faut arriver à objectiver la nuisance. Et là, vous n'y arrivez pas à objectiver la nuisance, parce que les gens viennent, ils disent ouais, ben, mon voisin fait du bruit. Vous avez discuté avec votre voisin. Non, mais il fait du bruit, à 2h du matin, il remue des meubles. Bon, quand vous avez quelqu'un en face qui vous dit que le voisin vit dessus, remue des meubles toutes les nuits, bon, voilà. Vous dites qu'il y a un souci qui ne relève plus de la conciliation, enfin je vais être un peu brut, mais c'est tout à fait ça, quoi. L'objectif, enfin, l'intérêt aussi, c'est quand même notre le point important pour nous, c'est d'offrir aux gens qui viennent une écoute attentive, enfin on va dire bienveillante, pour essayer de leur faire comprendre des fois que bon, leur démarche est peut-être vouée à l'échec, mais que bon, au moins ils auraient été entendus, et après peut-être ça va, enfin on ne sait pas. Et puis vous avez des autres cas de figure où les gens viennent se plaindre, oui mon voisin ou ma voisine fait du bruit, c'est infernal, etc. Et puis, bah, oui, eh bien écoutez, description de ce qui se passe, des nuisances, des inconvénients ressentis, enfin. Et bon, bah, maintenant il faut que j'entende le fauteur de trouble. Ah non, surtout je ne veux pas le voir. Il n'y aura pas de solution. C'est aussi ça. Donc, pour nous, enfin, je veux dire, pour les collègues conciliateurs, je ne sais pas trop, mais pour moi, les affaires, ce type d'affaires de voisinage liées au bruit est très difficile parce qu'on est complètement dans la subjectivité et c'est très dur. Et après, il n'y a plus de bruit, si vous voulez, objectif, mais les personnes ont toujours ce ressenti ou c'est entré. Et souvent, derrière ces conflits de voisinage, eh bien, se cache tout un passif également. Ah ben, oui, c'est la pointe. Parfois, de génération en génération, on traîne des choses, et puis le conflit pour lequel vous êtes sollicité, c'est finalement que, le révélateur ou la goutte qui fait déborder le vase. Tout à fait. Et puis, je ne sais pas si vous... L'année dernière, on a eu droit à une reprise des films de Pagnol, notamment La femme du boulanger. Et à un moment où vous avez trois protagonistes, c'est du conflit de voisinage, mais pas le bruit, c'est lié aux ombres des ormeaux. Alors, des ormeaux, ils me font de l'ombre sur mon jardin, mais je ne sais plus, mes radis, on dirait des épinards, etc. Et puis, alors, on va dire le médiateur, le conciliateur qui est au milieu d'eux, et qui écoute-le, il n'a peut-être pas tort, mais comment ça, oui. Et puis finalement, il dit, mais tu te rends compte, mon grand-père déjà parlait pas à son grand-père, alors tu vois si c'est important, et on ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est un peu ça, quoi. À se demander si finalement le conflit n'est pas lié à la qualité des relations qui est déjà mauvaise, et c'est pas le conflit qui va faire que la relation devient mauvaise, c'est parfois une mauvaise relation entre le voisin qui fait qu'il y a des conflits. Alors que si cette relation était bonne, ce serait déjà une bonne base pour prévenir ces vous avez des personnes, enfin je sais qu'on habitait un collectif, immeuble, enfin bon, pas forcément social, je veux dire immeuble, habitat collectif, entre problème de voisinage, du dessous à côté, c'est très compliqué. Et j'interviens des fois, enfin ça m'arrive assez souvent, je suis conciliateur à Yenne, donc on va dire pas à Rasse-Campagne, mais dans un empire savoyard, et également en parenthèse d'amitié, les problématiques sont complètement différentes. Et je sais qu'en Moutier même, j'interviens pas mal en matière de bruit.
avec les organismes sociaux, les bailleurs sociaux, Et- à leur demande. Et Hélène Pigot, des dossiers compliqués, il y a toujours possibilité d'objectiver ces nuisances en recourant à des expertises. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, d'une façon générale, je vous dirais assez facilement, et je rejoindrai monsieur Ducruet sur ce sujet, c'est que juridiquement, ça n'est pas très compliqué, un dossier de conflit de voisinage lié au bruit, parce qu'effectivement, il y a des éléments pour objectiver les nuisances sonores avec des mesures des nuisances, éventuellement des attestations. Il y a énormément d'éléments, il n'y a pas de difficulté. Et puis, la loi est assez claire et les textes sont assez clairs. En revanche, ce qui rend compliqué le traitement de ces dossiers, même d'y répondre par un simple jugement, c'est qu'en réalité, oui, on a les conflits familiaux ou du moins de voisinage, mais qui remontent à des temps parfois immémoriaux, qui refont surface et qui nous échappent complètement, et auxquels la décision judiciaire d'ailleurs n'apportera pas de réponse. Et puis peut-être pour rebondir, ou en tout cas pour prébondir, je ne sais pas si on peut prébondir sur quelque chose, mais ce qui peut être éventuellement compliqué, c'est finalement la réparation des troubles liés au bruit, puisque les gens viennent devant nous pour demander alors que ça s'arrête. Bon, très bien, on peut ordonner que ça s'arrête, parfois sous astreinte, mais après, c'est pas nous qui sommes maîtres de l'exécution, surtout pas en matière civile, puisqu'en matière civile, c'est les parties qui ont la main sur l'exécution des décisions civiles. Parfois, on rend une décision qui n'est même pas signifiée à l'autre partie. Parfois, ça s'arrête là, parce que les gens, finalement, ne vont pas plus loin pour diverses raisons. La question n'est pas tant de savoir pourquoi, mais parfois, ça s'arrête là. Parfois, elles sont signifiées, mais elles ne sont pas suivies des faits. Et donc alors tombent les astreintes, bon très bien, mais ça n'arrête pas pour autant le bruit. Donc ça c'est le premier point. Puis ensuite il y a les faits réparation, c'est-à-dire que les gens vont venir avec une demande d'indemnisation, et dans ces cas-là, ça peut devenir compliqué de savoir qu'est-ce qu'on indemnise, comment, pourquoi, voilà. Et là, on retombe éventuellement sur ce que vont nous apporter les parties, ce que vont nous apporter évidemment les parties souvent représentées par des avocats pour objectiver leur préjudice et leurs troubles, parce qu'il y a tout ce que raconte M. Ducruet et qu'il entend dans le cadre de ces conciliations, et puis derrière et après. Et le après, on essaye d'y apporter une réponse, mais on ne peut y apporter de réponse qu'avec ce qu'on nous demande d'une part, en tant que juge, et ce qu'on nous donne d'autre part comme élément probatoire, bien sûr. On dira quelques mots plus tard sur les limites de la réponse judiciaire, sur le traitement des conflits de voisinage, parce que si elle permet de mettre un terme au conflit, pour autant, est-ce qu'elle apaise les tensions, surtout si on demande des dommages et intérêts, c'est pas certain. Et pareil pour la conciliation. J'ai du mal à envisager que dans une tentative de conciliation, des parties disent voilà, c'est bien, vous avez arrêté de faire du bruit, mais je veux en plus des dommages et intérêts. Là, en conciliation, on accordera, on n'a pas, il n'y a que le juge qui a le pouvoir d'accorder les dommages et intérêts. Donc nous, on va se borner à dire, est-ce que, le chien du voisin à moi, est-ce que vous ne pouvez pas lui mettre un collier d'aboiement, etc. Bon, sous réserve que psychologiquement le chien l'accepte, ça peut marcher. Si je peux me permettre, alors effectivement pas en conciliation, parce que les conciliateurs n'ont pas ce rôle, mais les médiateurs peuvent, dans le cadre d'une médiation, finalement, parvenir à faire un accord, et y compris jusqu'à l'indemnisation, puisque les parties peuvent échanger jusqu'à l'indemnisation en disant, je ne sais pas, le chien, voilà, ça vaut X, et moi je suis troublé, et donc j'estime mon préjudice à X, et puis on arrive à X moins, X plus, c'est tout propre de la médiation, qui effectivement peut parvenir ensuite à un accord de médiation, qui d'ailleurs, comme l'accord de conciliation, peut faire l'objet d'une homologation par le juge. Donc il n'y a pas que le juge, les parties aussi peuvent y parvenir entre elles, souvent avec l'aide, il faut bien le dire, d'un avocat ou d'un conseil, et du tiers, parce que le tiers médiateur ou conciliateur est particulièrement important, puisqu'il permet à l'avocat de sortir éventuellement, de rester plutôt dans son rôle protecteur de son client, accompagnateur de son client, et puis le tiers intervient. Mais il n'y a pas que le juge. Évidemment, le juge est le recours ultime, et peut-être pour répondre là aussi à votre question tout à l'heure,
la décision de justice, si elle apaisait tous les conflits, ça se saurait. La décision de justice ne fait que répondre à une question qui nous est posée, et d'ailleurs on répond à la question qui nous est posée comme elle nous est posée, avec les éléments qu'on nous apporte, en matière civile encore. Mais je pense aussi que le juge a ce pouvoir d'établir l'équilibre justement entre ses intérêts, entre l'intérêt du locataire à une vie paisible et l'intérêt de la famille qui joue dessus. Donc et je trouve que le rôle du juge est important pour dire à quel moment la nuisance est anormale en fait et quand est-ce qu'elle ne l'est pas. Je pense qu'il contribue quand même le juge à... Je ne minimise pas notre rôle. Hein. Oui, voilà. Bien sûr, on est très important et bien sûr, mais comme vous le disiez et comme le disait M. Ducruet, on va rétablir un équilibre. Est-ce que ça va apaiser les tensions? C'est un autre sujet. Enfin, je pense que c'est oui, plutôt peut-être sur ce point-là, les modes alternatifs de règlement sont peut-être plus propices à... Probablement. Puisqu'ils vont amener les parties à échanger, ce sont les parties parler qui sont déjà. actrices de leur position. C'est ça, à accéder au point de vue de l'autre aussi. Tout à fait. Écouter déjà. Mais avant ça, il faut qu'elles arrivent à se rencontrer déjà. Ce qui n'est pas toujours évident. Marielle Thievnas, vous avez déjà été sollicité par des problèmes de nuisance. Ah oui. Et je me dis, alors vous l'avez effleuré, cette question-là, mais en tant qu'adjoint au maire, c'est pas évident de se positionner sur un conflit qui est finalement privé. Ça doit être ça. Oui, Laurence, je rebondirai après, mais D'accord. il y a une belle distinction. Soit le voisin, l'origine du bruit est identifiée et c'est un conflit entre le voisin d'à côté, le voisin du dessus, ou la personne qui est à l'origine des nuisances et des nuisances est parfaitement identifiée. Mais si on parle de bruit de voisinage et santé mentale, ça va plus loin. C'est ce qui ressort, je pense, des pouvoirs publics. C'est l'atteinte à la tranquillité publique. Donc c'est tout ce qui se passe sur la voie publique, quartier Laurier, je pense donc au problème du passage du carré Curial de nuit à l'autre boîte de nuit qui se trouve sur les quais. Donc là, surtout l'été, les fenêtres ouvertes, les gens crient, les gens chantent, les voitures avec des pots d'échappement trafiquées font du bruit et épatent les copains en allant très vite entre les deux dodanes, freinant et réaccélérant après. C'est ça aussi le bruit qui peut porter atteinte à la santé mentale. Et il n'y a pas que l'altercation avec le voisin. Je pense que c'est surtout ça qui ressort des pouvoirs publics. Je pense que la première réaction, c'est appeler la police municipale. Et puis après, ça revient à qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne détourne pas la circulation? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il me semble que c'est l'enjeu. Vous êtes bien dans effectivement ce champ qui est extrêmement large, qui ne se limite pas à mon voisin, etc. Alors c'est vrai que, parler du carré Curial, je ne peux pas ne pas en parler. Donc on a créé un conseil de la nuit justement pour réunir donc les responsables de boîtes de nuit, etc. Enfin, les professionnels de la nuit, y compris avec des représentants du voisinage. Parce que c'est vrai que quand on est dans son action professionnelle, je mets de la musique, etc. Enfin, voilà, ils n'ont pas forcément conscience de tout ce qui se passe autour. Et donc ce conseil de quartier, c'est aussi un lieu d'échange, de mise en relation et de discussion. Et c'est vrai que vous l'avez tous évoqué, à un moment, les gens ils ont besoin qu'on les écoute, qu'on entende le problème. On a aussi créé, donc, avec les conseils de quartier qui nous avaient mobilisés sur les problèmes de sécurité, mais qui allaient jusqu'au bruit, aux nuisances sonores, etc. Donc on a créé et organisé des conseils de sécurité et de tranquillité publique pour justement faire en sorte que tous les acteurs et les habitants se parlent. Et c'est vrai que recréer du dialogue,
même quand on est fâché depuis très 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 longtemps, enfin, quand on se parle, on arrive à atténuer les tensions. Et je vois un représentant d'Unitois qui travaille sur l'habitat participatif. Donc le cœur, c'est vraiment le dialogue en fait. Et trop souvent, dans l'habitat collectif, on ne se parle pas en fait. Et donc nous, ville, enfin moi, beaucoup de gens viennent me disent ah vous vous rendez compte, etc., etc. Et au bout de 10 minutes de dialogue, ben ah oui, peut-être que je devrais faire ça. Ah bah oui, enfin, on donne des espèces de solutions qui ne sont pas révolutionnaires, mais qui sont peut-être dire déjà je vous entends, je vous écoute, je comprends que ça vous pèse dans votre vie d'habitant, mais peut-être aller rencontrer d'autres personnes, aller discuter avec la personne qui vous pose problème, mais peut-être qu'elle-même, elle n'est pas bien par rapport à quelque chose. Enfin, vous voyez, créer ce dialogue, je pense que c'est quelque chose, et c'est le rôle aussi d'une adjointe de quartier, d'être à l'écoute et de favoriser le dialogue, y compris avec les représentants donc des autorités, et pour essayer de trouver collectivement des solutions. Et ce d'autant, si je peux me permettre, que quand même, quand le citoyen va aller chercher des informations sur j'ai un problème de bruit de voisinage, vers qui puis-je me tourner, finalement les informations qu'on va trouver, y compris sur les sites publics gouvernementaux, c'est eh bien le maire reste votre interlocuteur privilégié. Donc c'est normal aussi, et c'est bien d'ailleurs que les gens puissent se tourner comme ça vers la collectivité pour avoir cette première approche, qui est une approche peut-être qui permet aussi de se décentrer et d'aller produire ces échanges pour apaiser peut-être, commencer à apaiser des situations. Arnaud Carré, on a évoqué les dispositifs qui existent, les dispositifs juridiques, les dispositions pénales, le Code de la santé publique. Donc ils sont importants, ces dispositifs, et témoignent finalement de l'importance des nuisances dans l'environnement et une volonté de lutter contre ces nuisances. Et est-ce qu'on peut parler d'impact, selon toi, d'impact de ces nuisances sonores sur la santé mentale? Est-ce qu'on peut vraiment parler de santé mentale? Alors, très simplement, oui. Et après, c'est bien peut-être de détailler. Bon, déjà, il y a une question qui se pose qui est, et c'est tout l'objet de nos labos de recherche, donc je vous promets, je le fais en très très court, mais qu'est-ce que la santé mentale? Et en fait, on voit que ça renvoie à différentes choses. C'est quelque chose, c'est souvent deux grands axes qui se croisent. Donc, je vous donne la vision, en tout cas, la plus actuelle et celle sur laquelle on essaie de travailler, même si ce n'est pas celle qui est peut-être la plus relayée auprès des citoyennes et des citoyens. La santé mentale, c'est un axe du bien-être et de la qualité de vie. Et voilà, un beau clin d'œil, un bel écho au projet Cavive. Et un axe qui est celui des troubles psychiques. Et les deux peuvent coexister déjà. Et c'est non pas un continuum avec d'un côté ça va bien, d'un côté ça va mal. Ce sont deux dimensions qui se croisent. La santé en général, et ici plus spécifiquement la santé mentale, est comprise à travers ce qu'on appelle des déterminants et des mécanismes ou processus. Ce qu'on appelle un déterminant, c'est un élément qui participe à influencer, à façonner notre état de santé. Au milieu de juriste, je pense qu'on a le sens de la nuance dans les mots et qu'on fait très attention à ce que l'on dit. Je me sens un peu... Non, on est très attentif. Mais je suis très empathique et bienveillant, je n'en doute pas. Ce que je veux dire, c'est très humble. Et j'en doute absolument pas non plus. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle de mécanismes, on est beaucoup plus dans l'environnement causal. Ceci provoque cela. Et il y a des questions de santé où ça marche très bien. Tel virus, vous êtes sûr d'avoir tel symptôme. Et puis il y a des déterminants, c'est pas une relation directe, mais en fait, si vous voulez, c'est le terrain, ça fait le nid de quelque chose. Dans les déterminants de santé, je voudrais juste vous donner une information, les chiffres varient un petit peu, mais pour ce qui est le plus courant, et je vérifiais il y a quelques minutes encore, c'est par exemple ce que relaie notre agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on va essayer d'être cohérent avec ce qui est diffusé, promu sur le territoire. Dans les déterminants de santé, vous avez évidemment ce qui va façonner notre état de santé somatique, physique et mental, l'aspect de patrimoine biologique, génétique. Donc, ça paraît assez cohérent, je pense qu'on ne va pas remettre ça en question.
Généralement, ça, c'est un déterminant qui contribue à hauteur de 5%. La dimension environnementale, donc le cadre de vie, et parfois comment est abîmé ce cadre de vie, ça peut peser aux alentours de 20-25%, pour vous donner un exemple. Donc si je cherche, dans une grande cause santé mentale, a priori d'ailleurs reconduite, si je cherche à innover pour la santé des individus, la santé mentale, évidemment, il y aura plein de choses extrêmement intéressantes, pertinentes à faire du côté, je ne sais pas, de la génétique, de la thérapie génique, ce genre de choses, mais vous voyez qu'il y a aussi des aspects environnementaux. Au sein des facteurs environnementaux, alors qu'ils se détachent des facteurs socio-économiques, qui eux d'ailleurs comptent pour près de 50%, mais sur cette 20-25% de poids du déterminant environnemental, les nuisances ont une place très importante. Alors on le sait depuis un certain temps, mais nous avons eu une mise en pratique, entre guillemets, qui était toute cette partie de réadaptation, réajustement de nos vies, de nos quotidiens à travers la crise sanitaire, où on s'est rendu compte que un habitat, une vie de quartier, l'accès à des services publics, eh bien, c'était particulièrement important pour notre santé. Ça participe à sa promotion, la faire fructifier, la préserver sous l'angle positif, et quand ça ne va pas, ça participe à sa détérioration. Et donc c'est très renseigné dans la littérature scientifique qui relève de la santé publique. Vous avez donc des déterminants de santé qui relèvent de l'environnement et à l'intérieur desquels vous avez habitat et exposition aux nuisances et à la pollution. Voilà, qui sont je pense, des éléments autour desquels on gravite depuis tout à l'heure. Et la notion du bruit est particulièrement importante. Après, ça va se manifester de différentes manières, mais le bruit ou l'absence de bruit, c'est quelque chose qui va participer, non pas donc, façon stimulus-réponse à créer ou retirer un trouble, mais ça va fragiliser ou participer au rétablissement ou à la protection des individus. Donc ça, c'est assez clair. Quand on parle de troubles de voisinage, bien souvent on fait référence à des nuisances. Alors j'ai l'exemple de la goutte d'eau du robinet qui fuit. En soi, c'est pas gênant, et quand ça dure toute une nuit, ça va impacter notre sommeil. Et est-ce que le psychologue peut expliquer cet effet sur le psychique de ces nuisances et qui vont durer dans le temps? Ces petits bruits qui, pris isolément, sont anodins, mais qui vont avoir des répercussions considérables sur la santé lorsqu'ils vont durer des semaines, des mois. Alors, si on essaye de modéliser, de comprendre l'impact de la nuance, il y a effectivement un facteur intensité. Le petit bruit versus le gros bruit, si on est dans le champ de la problématique sonore, auditive. Et puis, il y a sa récurrence. Et donc, la fréquence, ça va être un facteur très important à prendre en considération, j'ai envie de dire le facteur aggravant. Dans la mesure où, en fait, alors je vais tenter de l'expliquer assez basiquement, sous un angle psychologique, notamment psychocognitif. En fait, ça va être une activation pour nous. Ça capte notre attention, ça mobilise notre vigilance. Alors, c'est en soi pas un problème, c'est très bien que des éléments extérieurs viennent mobiliser notre vigilance et viennent nous mettre par exemple en état de préparation à l'action, identification de la menace, mais si on vit ça de manière répétée, de manière chronique, eh bien on est chroniquement activé, chroniquement mobilisé. Et donc là je vais faire appel à un autre construit très important que je pense toutes nos disciplines, nos champs professionnels peuvent s'approprier, qui est le construit, le concept de stress. En fait on va être dans un stress, dans une sollicitation de nos ressources qui va être par son aspect et intense et ou chronique, répété, qui va être problématique, qui va en fait nous amener à mobiliser des ressources au-delà de ce qu'on est en capacité d'assumer, d'encaisser, entre guillemets. Voilà. Donc ça, c'est un point très important. Et ensuite, qui va être à regarder en fonction du contexte. Est-ce qu'on est en contexte
de jour, de nuit? Est-ce que c'est la fonction de sommeil qui est impactée? Est-ce que c'est la fonction du relationnel et pas quelque part la mise à l'épreuve de nos compétences psychosociales en journée et parfois aussi de nuit qui peuvent être impactées? Donc on va regarder aussi comment cela interagit avec le contexte dans lequel la nuisance apparaît. Parce qu'évidemment, on va raisonner dans une logique assez économique, c'est-à-dire que nous n'avons pas des ressources illimitées. Et si on prend un exemple d'un bruit répété, donc qui va fatiguer, et qui par exemple serait dans un contexte de nuit, ça va impacter la fonction sommeil, ça va impacter les fonctions de récupération de l'organisme. Et en fait, on va hypothéquer en quelque sorte nos ressources pour ensuite s'adapter à toutes les autres tâches de la journée qui nous mobilisent. Voilà. Donc c'est pour ça que je faisais rapidement écho à ce qu'on a peut-être remis en évidence, redécouvert, le terme serait bien trop fort, mais remis en évidence à travers des études vraiment empiriques, épidémiologiques pendant la crise sanitaire. On a vu ô combien les personnes pouvaient être impactées, alors certes par une crise sanitaire, un virus qui débarque dont on ne sait pas trop, ou au début on le caractérise, on ne sait pas trop comment le dépister, on n'a pas forcément tous les outils pour lutter, etc. Mais on prend des mesures sociales, et ces mesures sociales qui agitent, entre guillemets, ces déterminants environnementaux, vont finalement impacter les individus plus encore que la problématique sanitaire en tant que telle. Donc c'est là qu'on a vu l'importance d'environnement calme, d'environnement au niveau sonore. Il y a la pollution lumineuse, qui est très très importante aussi. Et puis évidemment, on a les effets cumulatifs. C'est-à-dire que ces choses peuvent coexister ensemble. Et donc là, on ira voir à l'intérieur des déterminants environnementaux et la relation avec les autres déterminants, par exemple socio-économiques, d'accès aux soins et aux services, etc. L'actualité a montré que ces souffrances liées au voisinage pouvaient conduire à des situations dramatiques, des passages à l'acte regrettables. Alors, on l'a dit qu'on avait des dispositifs assez nombreux, et je veux savoir, Hélène Bigot, si c'est les mesures qui sont prévues par le Code de la santé publique pour réprimer les infractions prévues liées aux nuisances sonores, elles sont souvent invoquées. Alors, en matière pénale, statistiquement, non. Par rapport les infractions pénales, en matière pénale, on a peu de poursuites liées strictement au bruit. Vous disiez, l'actualité nous montre l'événement dramatique, le passage à l'acte. Et en fait, ce qui va être réprimé, c'est le passage à l'acte. Donc effectivement, si on va dans l'exemple ultime, c'est le voisin qui en a marre de la goutte d'eau et qui, armé, monte chez l'autre voisin et va tuer l'autre voisin. Finalement, la goutte d'eau dans cette histoire, qui sera à l'origine de cette histoire, finalement, ne sera qu'un petit élément de notre affaire. Donc en matière pénale, finalement, l'acte dépasse souvent, la gravité de l'acte dépasse souvent, ou du passage à l'acte dépasse souvent l'origine du passage à l'acte. Et peut-être d'un point de vue, effectivement, le psychologue peut peut-être expliquer pourquoi il y a ce passage à l'acte, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas si ça s'explique, mais c'est comme ça. J'ai souvenir aussi d'une affaire, sans que ce soit aussi grave que ça, mais d'une affaire dans un quartier résidentiel, avec des maisons, et où une personne... beaucoup de jeunes couples avec des enfants, etc. Donc des problématiques de sommeil, mais rien à voir avec le bruit ou les troubles de voisinage, mais qui avaient des problèmes, de problématiques de sommeil liées à la parentalité et à des enfants qui réveillent la nuit, et donc avaient besoin de leur week-end un peu tranquille, etc. Et il y avait un de leurs voisins, plus âgé, qui avait décidé, on ne sait pas pourquoi, de tondre sa pelouse le soir à 20h, l'été. Et un soir pas fait comme un autre, il a démarré sa tondeuse. Alors, expliquait-il, juste pour la ranger dans son cabanon, mais ça a été le démarrage de trop de la tondeuse, et ça a fini en coup de poing et en intervention, alors évidemment des espèces de bagarres, de coups de poing réciproques, etc. Et donc finalement ce démarrage de tondeuse, qui
objectivement, c'est juste une tondeuse qu'on démarre, voilà. Ça avait fini non pas en drame au sens médiatique du terme, et heureusement pas en mort de personnes, mais ça a fini en coups, en violence, qui ont fini effectivement devant le tribunal. Donc, pour répondre à votre question, en matière pénale, les dispositions du Code de la santé publique ne sont absolument pas, ou quasiment pas appliquées. Il y a quelques textes particuliers qui vont aller être sanctionnés, mais là on est dans des affaires pénales très spéciales, où là on va aller sanctionner la nuisance sonore, en fait le trouble causé par l'activité économique, la pollution sonore, la pollution, etc. Vous voyez, ça, mais c'est une autre dimension, et c'est pas la dimension qu'on a en majeure partie dans les juridictions, et en tout cas pas à Chambéry. Et puis en matière civile, alors on nous les invoque beaucoup, les textes du Code de la santé publique, mais plus pour venir étayer la notion de trouble anormal du voisinage. C'est-à-dire, on va dire, voyez, là, ça va dépasser les mesures normalement admises en termes de réglementation. Donc, vous voyez, parce que ça dépasse, ça me cause un trouble. Et à l'inverse, quand ça ne dépasse pas, évidemment, la partie de l'autre côté va dire, voyez, ça ne dépasse pas. Donc, il n'y a pas nécessairement de trouble, puisque je suis dans la norme admise par le Code de la santé publique. Parce qu'on peut dire que le Code de la santé publique prévoit des modalités pour apprécier la normalité d'une nuisance sonore. Oui, et puis plein d'autres réglementations. En réalité, les réglementations sur les ICPE, les installations classées, pardon, ont leur propre... Il y a des mesures et des mesures à respecter. Finalement, presque chaque branche d'activité, si on est dans les branches d'activité, le prévoit. Et puis effectivement, le Code de la santé publique prévoit ce mesurage, mais on va venir nous le soulever en matière civile, surtout pour finalement caractériser le trouble dont on va ensuite nous demander l'indemnisation ou l'arrêt. Et le nouvel article 1253 du Code civil, pour la petite info, donc le législateur a intégré dans le Code civil, a consacré c'est vrai, dans le Code civil le droit qui s'était développé autour des troubles anormaux de voisinage, principe qui avait été dégagé. Et désormais, depuis un an, il y a un texte qui fait référence aux troubles anormaux de voisinage. Ce texte-là, il a déjà été invoqué Oui, bien sûr, oui. Parce qu'il est tout récent. Oui, mais en fait, il est tout récent parce qu'effectivement, le législateur a écrit... Il a 15 avril 2024, très exactement. Le législateur a finalement écrit dans le Code civil ce que la jurisprudence avait créé à partir de l'article 544 sur le droit de propriété. Donc, non, vous n'êtes pas d'accord? Oui, et 1240 aussi. Oui, et 1240, mais... Et puis sur le principe général, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage qui excède les inconvénients normaux de la vie. Voilà, mais cette jurisprudence... On pourra rediscuter entre juristes, mais cette jurisprudence était surtout était vraiment fondée sur le droit de propriété au départ. Oui, mais moi je suis vieille, alors du coup... Non, mais au départ... Voilà. Donc effectivement, finalement, le texte 1253 ne fait qu'écrire ce qu'on applique déjà dans la jurisprudence depuis de nombreuses années. Donc en fait, oui, bien sûr, il est déjà utilisé, et il est... finalement, c'est même très pratique parce que d'un point de vue procédure, maintenant on a même référence directement à ce texte, on n'a même plus besoin d'aller chercher la jurisprudence, les articles initiaux et la jurisprudence qui en avait découlé. Donc oui, non, ça il est utilisé, il n'y a pas de difficulté, et il est utilisé aussi dans son deuxième alinéa, parce que le premier alinéa réprime le trouble du voisinage. Et le deuxième alinéa vient répondre à ce que vous disiez en introduction sur les plaintes qu'il y a pu avoir, alors qu'on avait caricaturé des néo-ruraux qui se plaignaient du coq, etc. Et apporte une réponse, en tout cas un début de réponse à ces situations, sur le fait que si le texte dit la responsabilité n'est engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété, c'est-à-dire on achète une maison qui est voisine d'un coq qui chante, voilà, on le sait, ou octroyant la jouissance du bien, etc., sauf si
les activités alors, ne sont pas conformes aux lois et aux règlements, premièrement, et s'être poursuivies dans des conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal. C'est-à-dire que on achète un bien, une maison, un appartement avec un bruit X, on ne peut pas se plaindre de ce bruit X. En revanche, si les conditions changent et que du coup le bruit change et évidemment augmente, parce que s'il diminue, on ne va pas se plaindre, mais s'il augmente, alors on peut revenir, sur le trouble anormal du voisinage, mais là aussi, ça n'est finalement que ce que la jurisprudence avait déjà dégagé comme solution. Oui. Avec la petite innovation quand même, en tout cas on ne sait pas si c'est une innovation, c'est que l'alinéa 2, donc, qui pose une exonération de responsabilité, vise toute activité, alors que dans le Code de la construction et de l'urbanisme, dans lequel figurait cette exonération de responsabilité, on précisait que ces activités devaient être aéronautiques, agricoles, industrielles, touristiques, culturelles. Voilà. Désormais, c'est toute activité, donc reste la question de savoir ce qu'il faut entendre par toute activité. Est-ce que ça concerne également les activités notamment civiles, des particuliers? Voilà. Oui, activité, quelle qu'en soit la nature, dit le texte. Ouais. Effectivement, ça Avec le renvoi à l'article quand même du code rural. Du code rural et de la pêche, avec une spécificité encore pour l'activité. Évidemment, une exonération renforcée, on va dire, pour ces Exactement. activités agricoles, dès lors qu'il s'agit d'adapter l'activité au Exactement. Mais une exploitation qui passerait de 50 ports à 5000 ports, et bien là, on est au-delà de l'adaptation de l'activité. Oui, c'est une autre activité. Laurence, on a évoqué les conséquences de ces nuisances sonores chez les personnes et le CIB, donc le Centre d'information sur le bruit, faisait référence à, je reprends ce qu'il dit, à de l'hypertension artérielle chronique, des troubles cardiaques, des risques accrus de faire un AVC liés à l'exposition au bruit, fatigue autant physique que psychologique. Donc là, on est dans le dommage corporel. Oui, tout à fait, le dommage corporel. Là, en plus, tu cites des pathologies qui sont aussi physiques, pression artérielle, risque de faire des accidents cardiovasculaires, ce sont des questions aussi physiques. Mais quand on parle de dommage corporel, on parle surtout d'atteinte à l'intégrité physique, on parle un peu moins d'atteinte à l'intégrité psychique. Or, le bruit, c'est vraiment une source d'atteinte à l'intégrité psychique. Alors, la question en matière de droit et de réparation, c'est à partir de quand on pourra identifier un dommage corporel, une vraie pathologie psychologique, une dépression, des troubles du sommeil, des réveils nocturnes, des troubles de la concentration la journée, ce qu'expliquait Arnaud Carlet. À partir de quand on bascule dans la gêne quotidienne, il m'ennuie ce voisin avec son bruit, vraiment dans la pathologie psychique. Je ne peux plus travailler, j'ai besoin de me soigner, je dois aller voir un psychologue ou un psychiatre, et j'ai plus de projet, je suis en dépression. Donc voilà, là c'est le basculement. Et en matière de réparation, on prend en considération aussi, est-ce qu'on va se contenter d'un préjudice moral de 5 000, 10 000 euros Laurence, est-ce que tu pourrais rappeler rapidement les grandes lignes, pour les non-juristes, les grands principes de la réparation? Alors, les grands principes de la réparation, c'est que quand un dommage est causé à une personne et que ce dommage porte atteinte, en matière de dommage corporel, à l'intégrité physique ou psychique de la personne qui est à l'origine de ce dommage, qui est la cause de ce dommage, peut être condamnée et débitrice d'une indemnité de réparation. Et comment on répare en droit? Surtout en dommage corporel, même en dommage matériel, on répare en donnant de l'argent. Donc en fait, c'est prouver l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique, et on parle beaucoup d'intégrité physique, un peu moins d'intégrité psychique, mais ça arrive petit à petit dans le langage juridique, même si aujourd'hui encore, quand on reconnaît un handicap psychologique, on a sur une échelle d'indemnisation, parce que dès lors qu'il y a un trouble à l'intégrité physique ou psychique, il va y avoir une expertise médicale. Si c'est un trouble une atteinte à l'intégrité psychique, ce sera un médecin psychiatrique.
et qui va évaluer cet impact sur tous les besoins de la vie quotidienne, enfin toutes les activités de la vie quotidienne, qui va évaluer cet impact notamment avec un taux. Et si on prend cet exemple du taux, en matière d'atteinte à l'intégrité psychique, le taux est beaucoup moins élevé. Le nouveau barème médical qui permet aux médecins de dire à combien de taux d'incapacité la victime est évaluée, eh bien, dit 25% d'incapacité, mais c'est exceptionnel. C'est-à-dire que pour le psychique, on se limite au quart, alors que pour l'atteinte à l'intégrité physique, on peut aller jusqu'à 100%. Après, on voit que petit à petit, il y a une reconnaissance, et je pense que quand on parle de santé mentale, on va se rejoindre avec Arnaud, dès lors qu'on peut reconnaître une atteinte à l'intégrité, un trouble, une pathologie psychologique ou psychiatrique, eh bien on va pouvoir tomber dans le dommage corporel. Alors après, on en discutait aussi avec Madame Bigot, parfois ce sera difficile à constater. Ça veut dire qu'il faudra se lancer. On va donc intenter une action pour trouble anormal de voisinage. On va les deux exemples que j'avais trouvés, c'était... Alors le premier exemple, c'est un exemple d'éleveur canin. Un éleveur canin qui cause des nuisances sonores à son voisin direct, avec des aboiements intempestifs jour et nuit. Il a en permanence 10 chiens qui font du bruit et qu'il n'arrive pas à calmer. Donc c'est vraiment une nuisance sonore, aboiement jour et nuit, attesté par des voisins, des constats d'huissier et un arrêté municipal qui ordonne la fermeture de l'élevage. C'est un arrêt de 12 février 2025 de la Cour d'appel de Paris. L'impact sur les voisins, c'est l'impossibilité d'ouvrir les fenêtres, c'est une gêne permanente, attestée par des témoignages, c'est des visites sur place, et la cour d'appel accorde, donc là, pas dans la reconnaissance du dommage corporel, mais je vous expliquerai, la Cour accorde une somme forfaitaire de 5 000 € par victime pour compenser la détérioration des conditions de vie, sans nécessité d'avoir apporté la preuve d'un dommage corporel. Je suis troublée dans mes conditions de vie, le juge va me donner 5 000 €. C'est logique, dans la théorie des troubles anormaux de voisinage, de réparer une atteinte à la jouissance paisible de son domicile, indépendamment de toute conséquence médicale. Simplement, ici, qu'en est-il du dommage corporel? Parce qu'il y avait une demande. Il y avait une demande des victimes de réparation de ce qu'on appelle les souffrances endurées. Dans le dommage corporel, il y a des préjudices patrimoniaux, vous avez des frais de santé, vous avez des frais de psychologue, vous perdez vous ne pouvez pas temporairement ou définitivement travailler, et puis des préjudices extra-patrimoniaux. Préjudices extra-patrimoniaux, c'est que vous souffrez de ces souffrances. Vous n'avez plus la même liberté d'agir, vous n'avez plus les mêmes activités à cause de ces bruits. Eh bien, ici, l'avocat avait demandé 30 000 € pour les troubles anxieux, la dépression, les acouphènes. Et en première instance, le juge avait accordé ces souffrances endurées à hauteur de 20 000 € je crois. Sauf que, en cour d'appel, les victimes n'ayant pas demandé à un médecin de constater le dommage corporel, de constater l'atteinte, eh bien le juge a dit on se contente du préjudice moral. On n'octroie pas d'indemnisation au titre des souffrances endurées qui découlent du dommage corporel. Mais si on était dans l'indemnisation des conséquences d'un dommage corporel, il n'y aurait pas eu que les souffrances endurées. Il y aurait pu y avoir les arrêts de travail, les frais de santé, il y a des préjudices qui n'ont qu'un rapport, puisqu'il y a des frais d'adaptation du logement. Si, peut-être, si, en matière de bruit sonore, il peut y avoir des frais d'adaptation du logement pour se prémunir du bruit. Mais voilà, on peut aussi le réparer en matière de dommages matériels. Donc ça, c'est un exemple où, mais il y a un compromis aussi. Si on se lance dans le dommage corporel, c'est long. C'est ce qu'on disait, et c'est long. On n'est pas sûr que cela aboutisse, parce que si vous dites que vous avez une pathologie psychologique, le médecin expert, en disant que vous êtes dépressive, vous avez des acouphènes, le médecin expert, il va chercher votre état antérieur. Il va dire, mais vous n'avez pas fait une dépression parce que en 2017, lorsque vous aviez 15 ans, votre petite amie vous a quitté et puis vous avez pris des antidépresseurs. Donc vous avez un terrain fragile.
Donc c'est toute cette argumentation-là qu'il faut que l'avocat et la victime aient conscience. Est-ce que je m'engage dans une reconnaissance d'un dommage corporel? Ça va prendre du temps, il va y avoir une expertise, on va pouvoir remettre en doute mes pathologies, enfin les pathologies dont je me plains. Ou est-ce que je vais demander la réparation du dommage matériel? Alors par exemple, j'ai besoin de déménager, mon bien a perdu de la valeur, donc ça c'est du dommage matériel, ça ne touche plus l'enveloppe corporelle. Mon bien a perdu de la valeur, j'ai eu des frais d'installation, donc ça c'est, à la rigueur on pourrait dire que c'est plus facile de se faire indemniser de la perte d'un bien, donc un préjudice matériel, que de se faire indemniser des conséquences d'une atteinte à sa santé physique et psychique. Un peu le paradoxe. Et je me posais la question, si la perte d'un bien matériel, un logement, etc., a une incidence ensuite sur la santé psychique, mentale, etc. Oui, Non, parce que j'ai des cas, en lien de causalité. j'ai des cas un peu spéciaux, en parenthèse, où les bailleurs de logements de vacances ont eu la désagréable surprise d'acheter un logement en vue de la location, au-dessus d'un local qui se transforme en boîte de nuit, et donc ils n'arrivent plus à louer. Parce que, voilà, ça fait du beau jusqu'à 5h du matin, le locataire qui vient une année, il ne vient pas l'année d'après, quoi. Et donc, du coup, des difficultés à louer, ça se fait, etc. Moi, j'ai en tête une personne qui me dit, mais bon, vous vous rendez compte, parce que ça me tracasse la tête, enfin, voilà, ça me... Entre guillemets, c'est me pourrit la vie, quoi. Bon. J'ai pris la tâche de la boîte de nuit qui a dit, bah écoutez, on fera rien. Je me demande si la prise en compte des conséquences extra-patrimoniales, psychologiques, des troubles anormaux de voisinage ne serait pas le parent pauvre de ce mécanisme-là, parce que, à bien y réfléchir, ce que l'on souhaite en priorité, sur la base d'une action fondée sur les troubles anormaux de voisinage, c'est que ça s'arrête. C'est ça. Ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête. Et ce que l'on va réclamer et assez facilement obtenir, c'est des mesures en nature, le renforcement de l'isolation, la destruction de la cheminée qui fait de l'ombre, etc. Donc c'est peut-être pas dans l'ADN de ce mécanisme-là, je veux dire, de proposer assez facilement, d'inviter en tout cas les victimes à réclamer des dommages intérêts. C'est une question que je me pose, vraiment. Alors après, ça peut ne pas s'arrêter. Je vais vous donner un autre exemple. C'est où a été consacré le syndrome des éoliennes. Syndrome des éoliennes, c'est la Cour d'appel de Toulouse qui a rendu un arrêt le 8 juillet 2021 sur cette question-là. L'activité en question, les éoliennes en question, étaient dans un cadre réglementaire tout à fait légal. Hein. Et les époux, donc elle, monsieur et madame elle, étaient exposés aux nuisances d'un parc éolien, ont été exposés aux nuisances d'un parc éolien de 2008 à 2015. Et ils ont développé ce qu'on appelle le syndrome des éoliennes, c'est-à-dire des troubles du sommeil, du stress, de la dépression, des acouphènes. C'est quelque chose de très particulier parce que c'est non seulement lié au bruit que peut faire l'éolienne en tournant, mais aux fréquences que cette antenne, rotation, voilà, peut provoquer. Donc là, on est en tant que tel, je crois que la maison est à 700 mètres de l'éolienne, n'était pas vraiment perturbée par le bruit, mais surtout par les basses fréquences qui étaient émises par cette éolienne. Et ils ont déménagé et les symptômes ont disparu. Donc ils ont subi de 2008 à 2015 vraiment une atteinte à leur intégrité corporelle et le déménagement a fait cesser ces symptômes. Eh bien, qu'est-ce qu'a dit la Cour d'appel? Elle a reconnu le syndrome des éoliennes comme atteinte à la santé, en se référant d'ailleurs à la définition de l'OMS. Elle a indemnisé le déficit fonctionnel temporaire, donc ça c'est vraiment le dommage corporel qui découle de cette exposition, à 10% pour chacune, dans un premier temps, et puis à 5% après.
et des souffrances endurées, alors c'est une échelle de 1 à 7, à 2 sur 7. Alors évidemment, c'est un préjudice temporaire, parce que quand les personnes ont été obligées de déménager, donc il y a eu en plus indemnisation de tout ce qui est matériel, les personnes ont été obligées de déménager, et le syndrome a cessé. Et il y a eu aussi, donc en plus de ce dommage corporel, donc souffrance endurée, déficit fonctionnel temporaire, il y a eu aussi un préjudice moral autonome pour perte de projet de vie. On est obligé de quitter son cadre de vie, on était à la campagne, dans un cadre idyllique, et bien on a aussi donné à chacun des époux 10 000 € de dommages-intérêts pour perte de projet de vie. Et ce préjudice-là, elles auraient pu, c'est un préjudice autonome, elles auraient pu l'avoir sans avoir à faire la preuve de l'atteinte à l'intégrité corporelle. C'est vraiment deux volets. Soit j'arrive à reconnaître une pathologie en lien avec mon exposition au bruit, soit je n'y arrive pas, et donc je peux demander réparation des conséquences de mon dommage corporel, soit je n'y arrive pas et je demande réparation d'un préjudice moral autonome. Voilà. En gros, j'espère que je simplifié et que j'ai été audible. Très bien. Arnaud Carré, le psychologue, il peut aider à supporter ces nuisances. La victime qui a perçu des dommages et intérêts va se tourner vers un psychologue dans l'espoir d'être... Peut-être avant. Dans l'idéal avant, et peut-être que le psychologue est la solution, ou va pouvoir venir en complément de souffrance. Alors, il est utile, le psychologue. Je vais aller dans le sens de l'utilité des psychologues. Je vais avoir un discours corporatiste, évidemment. Mais plus sérieusement, oui, il y aura une question, et d'ailleurs qui est une question d'ordre déontologique pour les psychologues, c'est à quoi doit-on aider ? On sait qu'on a aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, même si je pense que c'est encore trop peu connu et diffusé, mais des outils d'ordre thérapeutique qui sont fondés, probants, dont on est sûr de l'utilité, de l'efficacité, que ce n'est pas du placebo, et dont on est sûr aussi de la sécurité, car il peut y avoir des effets iatrogènes, des interventions psychologiques qui sont non médicamenteuses, comme il y en a pour des médicaments. Donc je vais vraiment poser toute la complexité, j'espère, de ce qui se trame ici, mais on sait qu'il y a des choses qui fonctionnent extrêmement bien pour réguler le stress. On sait qu'il y a des choses qui fonctionnent extrêmement bien pour améliorer le sommeil, qui est une fonction très très comportementale, qui est basée sur beaucoup de conditionnements. On sait aussi qu'il y a des choses qui fonctionnent extrêmement bien pour améliorer le fonctionnement interpersonnel. Mais jusqu'à quel stade ? Il y aura, je pense, vous en conviendrez, une différence importante à faire entre ce qui participe à une résilience et à une amélioration de nos capacités de faire face, quelque chose qui accompagne nos ressources, et de la résignation. Il ne s'agirait pas que le professionnel apprenne à davantage courber la tête et endurer les choses difficiles. Donc évidemment, la réponse générique ne me semble pas possible en disant oui, on va en toutes circonstances pouvoir aider. En tout cas, ce ne sera pas forcément la même aide. C'est-à-dire qu'à un moment, le soutien psychologique sera peut-être celui de l'accompagnement au changement de vie, passer un cap. Je pense au cas peut-être de devoir changer un logement. Changer de logement, c'est pas simple parce qu'on s'y est établi, on y a investi, évidemment économiquement, mais probablement aussi affectivement. Et si vous voulez, c'est un peu comme voilà, un changement dans les outils dont on peut se servir. Et puis je pense que les psychologues peuvent aussi agir sur un tout autre pan. C'est-à-dire que moi j'entends ta question là sur comment aider quelqu'un qui serait en train de souffrir d'un préjudice, d'une situation difficile. Donc on est à l'échelle individuelle, l'approche dite soignante ou clinique. Mais je pense que les psychologues peuvent aussi intervenir sur un aspect beaucoup plus systémique lorsque... Par exemple, se retrouvent des psychologues dans des collectivités locales, auprès de structures type agence régionale de santé, pour justement, cette fois-ci, aider, agir, mais sous un axe qui est celui de la prévention, en travaillant sur les déterminants qu'on a identifiés.
Et ce qui pour le coup est assez novateur, relève presque parfois encore d'une niche, parce que je pense qu'on n'attend pas forcément, dans le champ de la santé mentale de manière globale, les professionnels sur cet axe de promotion et de prévention en santé. On est très souvent sur accompagner à éteindre l'incendie quand il s'est déclaré, ce qui est plus quelque chose de l'ordre de l'accompagnement et du curatif. Mais à mon sens, oui, sur ces différents volets, les psychologues peuvent accompagner. Alors, un des moyens efficaces de mettre un terme au conflit, c'est de rapprocher les gens, on l'a dit, et ce qui passe par la libération de la parole, déjà, se parler. Est-ce que vous, Monsieur Ducruet, est-ce que vous sentez, dans le cadre des tentatives de conciliation, cet effet positif de la parole qui se libère, qui s'échange? Oui, en matière de bruit, précisément, je n'ai pas d'exemple précis en tête, mais en matière de relations de voisinage, sur les problèmes de limites, d'ombre d'arbres, enfin voilà, etc. J'ai plusieurs exemples où effectivement, j'ai même moi les bras m'en tombent, quoi, parce que vous recevez le plaignant, enfin la personne qui se plaint de son voisin, qui vous explique tous les trucs, et puis quand vous recevez le voisin, il dit mais c'est que pour ça qu'il veut me voir. Je dis bah écoutez, oui, et vous recevez les deux personnes qui finalement disent ah ben oui, j'aurais dû venir vous voir avant. Non, mais parce qu'il y avait un blocage, je ne sais pas à quel niveau, qui faisait que après, oui, mais alors si vous élaguez vos arbres, faites le au bon moment, ça ne les met pas en péril, enfin, etc. Un truc assez ahurissant. Mais où était le blocage avant? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc oui, effectivement, et aussi, même sans qu'il y ait de solution, les gens, vous, entre guillemets, c'est là que ça fait gratifiant, vous remercie de les avoir écoutés, quoi. Parce que vous prenez une demi-heure avec eux, à les écouter, à les faire s'exprimer sur leurs problèmes, ce qu'ils ressentent, et puis leur donner des fois des pistes anodines, basiques, pour dire peut-être que vous pourriez essayer de discuter avec lui, ou le voir, etc. Ou si vous voulez, j'interviens, et puis parfois, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'écoute la personne qui avait un préjudice et qui pour moi était avéré. Je lui dis, bon écoutez, moi mon travail c'est maintenant, je me mets en relation avec votre voisin, je l'écoute, et ensuite on se réunit. Ah non, non, je veux surtout pas le voir. Donc là, je lui dis, écoutez, pour l'instant ma mission s'arrête, réfléchissez, et si vous voulez, on pourra reprendre plus tard, quoi. Et voilà, il y a enfin, je sais pas, enfin, comment. Mais là, on n'est plus du tout dans la relation, je veux dire, entre guillemets, juridique de trouble de voisinage, puisque c'était une histoire de ravinement de terrain sur la terrasse du voisin. Et donc, c'était objectif, c'était, voilà, il pleut beaucoup, le terrain est labouré, la terre descend, c'est pas. Il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Mais le cage, non. Pour l'instant, je ne veux pas avoir le voisin. Moi, je me demande... Mais par peur, et ça m'arrive des fois d'être en relation avec la gendarmerie dans des dossiers comme ça, parce que bon, souvent les gens sont allés voir les gendarmes avant. Oui, ben écoutez, essayez plutôt de voir le conciliateur, ce sera mieux. Je me demande comment arriver à faire cohabiter finalement dans un même immeuble, par exemple, des personnes qui ont des modes de vie assez différents. Entre quelqu'un qui va travailler la nuit, qui va vivre en dessous d'une famille avec des enfants, c'est pas simple. C'est pas simple. J'ai eu un cas, c'était mon parenthèse, là, et effectivement, il y avait un vrai problème, enfin un vrai problème avéré avec les enfants. La personne du dessus qui avait des enfants en bas âge avait fait, donc, pour atténuer le bruit des enfants, avait mis des bonnes épaisseurs de tapis pour atténuer des bruits, des objets qui tournent, des jouets, des machins, ou le bruit des gamins qui courent dans l'appartement. Mais peut-être qu'il manque à cette table ronde justement un concepteur d'ouvrage, un architecte, parce que je crois que c'est une clé aussi, comment améliorer l'isolation phonique, puisqu'on parle de bruit, il y a des nuisances. Oui, c'est alors, il y a le domaine des architectes, mais au niveau de la ville, on organise des ateliers
donc d'urbanisme par rapport aux gros projets urbanistiques qui vont s'installer dans un quartier. Et donc on rencontre les promoteurs, etc. Et on leur parle d'intégration urbaine. Parce que quand vous êtes voisin et que vous avez un gros immeuble qui vient se planter devant chez vous, bah forcément, vous n'allez pas aimer les gens qui vont venir là, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a quand même un cadre et un contexte d'intégration urbaine, et c'est vrai que bah, le promoteur, il construit, c'est pas des sujets vraiment qui sont dans son scope, et le fait d'avoir donc ces ateliers avec l'adjoint à l'urbanisme, mais aussi les adjoints de quartier, pour rappeler, attention, ce projet, il s'intègre dans un cadre de vie où voilà, le quartier il est comme ça, il faut que ça soit bien intégré, il faut que ça soit qualitatif, il ne faut pas que ça soit surdensifié, parce que si effectivement les gens se voient les uns les autres, enfin, il y a tout un contexte aussi qui est prévenir les problématiques, parce que c'est vrai qu'il y a des projets où sur plan, on voit déjà tous les conflits de voisinage, ils sont inscrits sur le plan. Donc il y a aussi quand même tout ce travail de faire prendre conscience que un projet d'un promoteur, il va y avoir de la vie dedans et qu'il doit aussi anticiper des choses qui pourront peut-être être mal conçues ou pas conçues avec la projection des gens qui vont vivre dans ce lieu. Donc notre rôle, c'est aussi de rappeler les usages par rapport à ok, vous construisez comme ci, comme ça, mais attendez, regardez ça, c'est complètement en phase 2. Ben là, il y avait des arbres, ben, il y aura un mur, etc. Enfin, voilà. Donc c'est aussi quelque chose qui est important et qu'on a travaillé aussi. Parce qu'une fois que les choses sont faites, c'est compliqué de revenir en arrière, et il y a des conflits de voisinage qui sont aussi liés à des défauts constructifs. La volonté de préserver son environnement, et puis aussi le bruit du chantier en tant que tel, qui va impacter. Un immeuble se construit sous vos fenêtres, concrètement. Alors, normalement, ça s'arrête, ce bruit-là, mais... Ah oui, mais ça peut durer. Ça peut durer, et puis après, Oui. les nuisances de voisinage qui sont vraies, donc c'est sûr que l'acceptation par le voisinage d'un projet immobilier, c'est pas quelque chose d'évident. Merci. On va peut-être donner la parole au public, s'il y a des questions. Oui, à la rigueur, moi j'ai une remarque. Comment la ville a géré justement la réhabilitation de l'avenue Générale de Gaulle, avec la question du bruit et tout le voisinage qu'il y a autour de l'avenue Générale de Gaulle? Ça, il me semble que ça a été une grande question, et ça a été, pour certaines personnes que je connais, un trouble temporaire, mais qui a été très 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 compliqué à gérer pour eux d'un point de vue santé mentale. Je ne sais pas s'il y a eu des instances, des lieux d'expression pour ça, pour les habitants et les habitants. Alors, j'ai bien conscience du genre de trouble auquel vous faites allusion. Moi, je vous avoue que je reste un petit peu dans ma territorialité de quartier du Laurier. C'est-à-dire que cette rue-là, elle n'est pas dans le quartier. Donc, moi, je vous garantis que quand il y a des choses qui s'organisent et des gros travaux dans mon quartier, je veille beaucoup à ça. Parce que c'est vrai que c'est hyper impactant, il faut faire des réunions, etc. Mais pour informer, tout simplement. Parce qu'il y a aussi le côté information, alors attention, ça va durer, etc., de telle date, telle date. Et par l'activation des conseils de quartier, justement, on a ce rôle pour anticiper. Attention, il va se passer ça, faites passer l'information, etc. Sur l'avenue Générale de Gaulle, honnêtement, moi, j'ai pas du tout suivi le dossier, donc je peux pas vous dire quoi que ce soit, puisque je n'ai pas suivi le dossier. Oui. J'aimerais intervenir sur une notion qui n'a pas trop été évoquée, c'est le fait que nous sommes une civilisation très bruyante. Les gens sont habitués au bruit et font du bruit pour se faire repérer, pour se faire entendre. Alors c'est les gamins qui passent, j'habite dans des villages à côté, on a, depuis des générations, des années, j'ai été élu, j'étais maire du village, etc. Depuis des années, on a toujours des jeunes qui font du bruit avec une mobilette. Je traverse le village tout à l'heure. Et quand on est arrivé à ce qu'il y en a un qui s'arrête, c'est le plus jeune qui a pris de l'âge et qui fait ça. Et depuis 20 ans, on entend des mobilettes passer comme ça. 20, 30 ans, 40 ans. Donc, il y a un problème de société. Quand vous êtes au-dessus de Chambéry, sur les pentes, je pense au Mont-Saint-Michel, vous entendez le bruit de la vallée très fort et continu. Il y a un bruit permanent.
Nous sommes une société bruyante. Mais en même temps, ce que j'entends, c'est quand des élus cherchent à avoir une ville apaisée, comme on dit, il y a tout de suite des protestations de voisins qui disent « ça ne va pas ». Donc je trouve qu'il y a un problème d'éducation qui est incroyable. Et là où j'en veux un peu à la justice, c'est que quand ça se termine en contentieux, il faut des années ou des mois ou des années pour obtenir une décision. Alors que, manifestement, il faudrait avoir une capacité de réaction extrêmement rapide dans ce genre d'affaires pour que les tensions se calment et que les gens évoluent. C'est pas la peine d'aller condamner un gamin pour un bruit de mobilette quand il a passé l'âge de faire du bruit. Donc il y a quelque chose qui me paraît, actuellement, on n'a pas la réponse au bruit. Alors on en parle comme ça, mais je ne trouve pas qu'on ait vraiment des politiques claires et acceptées. Et je pense qu'il y a en partie un problème d'éducation de la population. C'est-à-dire, y compris la justice doit intervenir vite dans des choses comme ça qui sont brillantes, mais je comprends que ce ne soit pas possible. Et ça c'est l'idéal. Donc voilà, au total, je trouve que c'est pas très bien. Je vais me faire l'avocat de... Je vais terminer juste... Pardon, excusez-moi, je croyais que vous aviez terminé. J'étais au ministère de l'Environnement il y a 40 ans quand on avait fait des politiques. On a à faire un travail sur il y a eu un décret de bruit qui a dû paraître dans les années 80, pour lequel j'ai travaillé, et on a fait une campagne en disant « moi on en parle, moi ça fait de bruit ». Bon, c'est-à-dire qu'on était complètement démunis à l'époque, et je suis un peu surpris de trouver qu'il y a des nouveaux textes, il y a des nouvelles réflexions, on met les psys, mais d'une certaine manière, l'éducation du public, elle n'est pas en route. C'est bon, je vais me permettre de me faire l'avocat de la justice un instant. D'abord, le jeune en mobilette qui passe relève probablement plus de la police. De la police municipale ou autre. En tout cas, c'est le pouvoir de police du maire qui revient, et c'est pas à la justice enfin, en tout cas, la justice est très rarement saisie de ce genre de cas. En plus, récemment, et plus récemment en tout cas, quand même, un axe fort est mis sur des réponses pénales pour qu'au moins une réponse soit apportée. Et il faut quand même faire attention, la justice n'est pas là que pour sanctionner, on est là pour prévenir aussi la récidive, et c'est pas parce que ça fait pas la une des médias quels qu'ils soient, hein, du journal local ou du journal de 20 heures d'une chaîne nationale, qu'il n'y a pas eu de réponse. Il y a, alors je ne suis pas procureur de la République, mais néanmoins, le procureur de la République a à sa main, souvent en lien d'ailleurs avec les maires, des réponses pénales qui sont alternatives. En réalité, c'est, alors on n'appelle plus ça un rappel à la loi, mais c'est les anciens rappels à la loi. Il y a la possibilité des sanctions réparation. Il y a plein d'autres solutions et plein d'autres réponses que le jugement par le juge au tribunal, même de police ou correctionnel. Ça, c'est le premier point, ça, c'est le point de vue pénal. Et puis après, je vais... en plus, ils ne sont pas là pour se défendre, alors j'en profite. Mais, non, je plaisante bien sûr, mais en matière civile, le juge n'est que celui qui va répondre à une question qui lui est posée par, en général, les parties, et souvent qui sont assistés d'avocats, et qui a un peu la main sur le timing de l'audience civile, mais pas tant que ça. Parce que normalement, le juge, finalement, ne va statuer que quand les parties lui disent « c'est bon, on a fini de discuter entre nous, devant vous, et donc vous pouvez maintenant trancher notre litige ». Mais donc parfois, ça prend souvent des mois, voire effectivement des années, à ce que les parties aient fini d'échanger. Alors sur le bruit quotidien dont vous parlez, et qui effectivement peut-être comme ça, qui peut paraître anecdotique, qui ne l'est pas, mais qui peut paraître anecdotique, évidemment, c'est pas le cas dont je parle, mais si on parle de conflits plus importants ou de bruit plus important, avec une société, une entreprise qui va effectivement avoir généré son activité économique, va générer du bruit qui va perturber les voisins, etc., ça peut mettre des années parce que ils échangent. Oui, mais alors moi, ma norme, ceci. Oui, mais alors regardez mon expertise, cela. Oui, mais alors regardez, pour peu qu'effectivement on aille sur l'indemnisation d'un préjudice corporel, parce qu'effectivement la victime va venir dire, enfin en tout cas la personne qui se plaint du bruit va venir dire, mais moi je souffre dans mon corps de cette situation. Donc on va aller vers une expertise médicale, éventuellement psychomédicale,
psychiatrico, ce qu'on veut, mais vous voyez, en fait, ça prend énormément de temps. Et ça, ce temps-là, la justice a un peu son mot à dire, mais pas que. Et elle n'est pas toute seule dans son mot à dire. Et parfois, effectivement, le jugement n'intervient que très tard, mais parce que les parties ont mis beaucoup de temps à échanger entre elles et à échanger ce qu'on appelle des moyens, leurs arguments, si vous voulez, pour qu'à la fin, le juge puisse répondre à tous ces moyens. Voyez. Donc, j'entends ce que vous dites sur la célérité de la réponse, mais je redis ce que je disais peut-être tout à l'heure, si nous étions la solution à tous les problèmes, et vous parliez de civilisation tout à l'heure, monsieur, si nous étions la réponse à tous les problèmes de civilisation, finalement, nous n'en aurions plus de problèmes de civilisation. Le fait est, c'est que nous sommes la justice et les juges et les avocats et les acteurs, les conciliateurs, les médiateurs, finalement tous les acteurs au sens de la justice au sens très très large. On est un bout de la réponse, mais à nous tout seuls, on n'est pas la réponse en réalité. Et c'est, je pense, tout le monde parle d'échange et de communication depuis tout à l'heure pour solutionner ça. Je pense que finalement c'est ça la solution, c'est la communication. Et la justice, là-dedans, on n'intervient que quand la communication n'a pas marché. Et on est souvent au bout d'une difficulté, on est souvent là, au bout de la chaîne de tas de tentatives qui ont échoué, ou en tout cas qui n'ont pas résolu la problématique dans son entièreté. Pour rebondir sur la rapidité de la réaction, on peut envisager que le juge des référés soit saisi dans le litige. Alors oui et non, parce que le juge des référés ne prend que des décisions de façon provisoire. C'est-à-dire qu'effectivement, on va alors d'abord, je me permets de rappeler que, à part l'article 834 qui vise l'urgence, tous les autres textes de saisine du référé ne visent pas l'urgence. L'article 145 sur les mesures d'instruction ne vise pas l'urgence. L'article 835 sur la réparation du trouble manifestement illicite ou des provisions en cas d'obligation non sérieusement contestable ne vise pas l'urgence. Donc déjà, cette notion d'urgence n'est pas forcément l'apanage du juge des référés, premièrement. Et deuxièmement, ça va apporter un début de réponse, mais ça n'est qu'une décision provisoire qui peut être remise en cause par le juge du fond ensuite. Donc, oui et non, je dis non comme ça de façon un peu abrupte, en fait, oui et non, ça peut apporter un début de quelque chose, mais c'est très certainement pas la solution pour apporter une réponse définitive. Mais, et là je reviens à ce que j'ai pu dire tout à l'heure, je ne crois pas que la justice apporte de réponse définitive aux problèmes qui nous occupent aujourd'hui, c'est-à-dire les problèmes de troubles du voisinage liés au bruit, puisque comme le disait M. Ducruet, souvent ça dépasse très largement le simple symptôme. Finalement, le bruit ne serait que le symptôme et la cause serait bien plus profonde. Une des solutions pour résoudre les conflits, c'est de les prévenir. Et c'est ce vers quoi s'oriente le projet, on va réfléchir à comment créer du lien entre les personnes, et du lien de qualité, parce qu'il ne suffit pas de mettre les gens en relation pour que cette relation soit efficace pour prévenir les gens. Ça m'amène à une autre idée que j'avais envie d'évoquer. On a une société qui est actuellement en train de devenir très archipélisée, c'est-à-dire chacun de son côté. Et j'en veux dans nos villages, je vois par exemple une difficulté, les gens achètent des maisons avec des tout petits jardins parce qu'ils n'ont pas les moyens ou pas envie d'entretenir plus grand. Mais du coup, le jardin devient un salon d'été. Et c'est extrêmement bruyant parce qu'ils y invitent leurs amis. Donc il y a des grosses haies qui font qu'on ne voit rien, mais à côté, il y a du bruit. Et autre exemple, c'est les condensateurs, les rafraîchisseurs. Les pompes à chaleur. Que j'ai été embêté pendant sans arrêt parce que quelqu'un installe ça contre sa rue, contre sa maison, du côté plutôt nord, là où il a des fenêtres où il n'y a pas de fenêtres, et c'est le voisin qui est en face qui entend tout le bruit. Et donc je pense qu'on a une civilisation bruyante, et comme il n'y a pas la même façon de travailler ensemble, de vivre ensemble, de se parler, il me semble que j'ai connu une époque où on se parlait un peu plus quand même, et il y a certainement une ignorance des gènes qu'on cause à tous les voisins. Et ça, c'est un problème plus très global et politique,
Les gens font du bruit parce qu'ils vivent à un autre rythme que le voisin et ils vivent pas ensemble et ils ne partagent pas les problèmes. Si je peux me permettre, notre mode de vie s'est construit sur la propriété individuelle, la propriété absolue. C'est pas ça. Mais je crois qu'on a appris, chacun a une vision faussée de ce qu'il peut faire dans son environnement privé. Et aujourd'hui, ce qu'on a cherché à faire, c'est faire coexister ces individualités. Et aujourd'hui, justement, un des enjeux, c'est repenser notamment l'urbanisme, l'habitat collectif, et sortir de cette conception de la propriété qui est complètement qui est utopique, en fait. On sait très bien que la propriété est limitée par plein de choses, pour aller vers plus d'échanges, plus de partage. C'est un des enjeux, à mon avis, des architectes et des urbanistes. Oui. Oui, Alexandre. Moi, je représente la Régie Coup de Pouce aujourd'hui, qui est une des deux régies de quartier de Chambéry. Régie de Pouce porte un dispositif qui sont les correspondants de nuit. Et ce qu'ils peuvent. Alors, ils ont beaucoup de choses à faire la nuit, mais il y a quand même beaucoup de conflits de voisinage quand on écoute Régie Plus. Et souvent, ce qui en ressort, c'est qu'il y a quand même une reconnaissance du voisin, de sa voisine. Contrairement à avant, où dans le quartier, tout le monde se connaissait, les grandes familles, ainsi de suite. Et aujourd'hui, ce qu'ils constatent, en tout cas quand on en parle avec eux, c'est que ce turnover des locataires ou ce passage d'habitants et d'habitantes qui change, cette méfiance qui s'installe, déjà en fait est déjà un premier symptôme en tout cas qui va emmener derrière des conflits de voisinage. Et ils sentent bien que cette méconnaissance de l'autre, elle fait qu'on ne va pas le voir, on va moins facilement le voir, et que le lien en tout cas qui est rompu vient aider en tout cas au conflit de voisinage, à additionner la problématique du conflit de voisinage. Voilà, sur les conflits de voisinage, et donc qui sont souvent liés à du bruit, à des nuisances sonores. Oui. Le fait aussi que parce qu'il y a de plus en plus d'urbanisation, de construction, on a de moins en moins d'espace pour s'isoler. La problématique du voisin avec les 100 mètres carrés qui fait son salon d'été. Et son barbecue. Et son barbecue. Avant, c'est sûr qu'on était un peu moins proches les uns des autres. Et ça, c'est la campagne, enfin, la proche campagne. Mais la ville, c'est encore pire. La densification urbaine avec les immeubles qu'il faut absolument construire partout pour loger les gens, ça nuit à la sphère qui pouvait rester protégée, on a moins d'espace, quoi. Mais après, je me pose la question de savoir si, vous disiez tout à l'heure, on est dans une civilisation du bruit. Enfin, bon, je sais pas, j'ai ramené les embarras de Paris de Boileau au XVIIe siècle, c'est assez amusant, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez la Saint-Tircis, mais bon, voilà. J'ai lu récemment un bouquin sur les cloches de la Terre, une certaine perception du bruit des cloches entre au 19e siècle, enfin, grosso modo 1789-1914, à la campagne et en ville. Et on a eu, j'ai un collègue qui nous avait fait toute une explication sur les sonneries de cloches à Chambéry, je crois justement, à quartier de l'église Saint-Joseph, c'est ça, rue Nicolas Parent. Donc c'est assez... C'est sûr que voilà, il y a... le bruit des calèches sur les pavés, c'était pas vraiment... C'est pas la même civilisation, pas la même perception du bruit, pas le même mode de vie, mais je crois que c'est inhérent à la vie, on va dire, humaine ou urbaine, même campagnarde. Monsieur ? Oui, une question. En lien un peu avec ce qui vient d'être dit, mais moi, durant votre propos, je me suis intéressé à chercher à comprendre en fait, ce qui venait caractériser la notion même de nuisance sonore. Et du coup, ça a été dit de différentes manières. Mais ce qui est ressorti, pour moi, en question de fond, c'est l'enjeu de la reconnaissance en tant que passer du bruit ou d'une ambiance sonore à celui de nuisance. Et il y a deux grandes disciplines là, qui ressortent sur le plan d'une part juridique et sur le plan psychologique. Et j'ai l'impression qu'il y a eu ce va-et-vient qui a été vraiment exposé entre... Pardon ?
Je dis, c'est l'acceptabilité d'un... Oui, voilà. Et donc, qu'est-ce qui fait le seuil d'acceptabilité? On le retrouve avec M. Carré sur le fait d'être soumis à une certaine forme de stress. Il évoquait le terme de stress, et que c'est le degré de stress qui peut ressortir de la dite potentielle nuisance, qui après va faire que dans un second temps, on arrive vers la dimension plutôt peut-être juridique, si on n'arrive pas à régler à l'amiable les conflits. Enfin, Il faut le caractère anormal de la nuisance avant tout. Ouais. Faut l'objectiver. C'est Le avec code de un la santé seuil publique. d'intensité, le caractère continu, le seuil d'intensité, c'est pas quelque chose... Le Code de la santé publique donc, donne des valeurs permettant d'apprécier le bruit. Alors, selon que le bruit est à une origine professionnelle, selon qu'on est en présence d'un bruit dit comportemental, donc il y a des valeurs assez précises, des seuils. Est-ce que ces seuils ont été pensés avec les psychologues? J'espère, les professionnels de la santé, j'espère. En fait, je vais compléter la question de monsieur. Moi, je peux poser la question, on est sociologues tous les deux. Qu'est-ce qui fait qu'on appelle un trouble anormal? Je vais juste répondre à le trouble anormal. C'est effectivement, en fait, les juristes sont, comme le disait M. Carré très justement, un mot est un mot et chaque mot a son sens, voyez-vous. Et donc effectivement, la définition, l'anormalité va résulter de l'intensité, de la répétition et le troisième m'échappe, il y a un troisième critère, du contexte, voilà, va résulter de ça. Et c'est pas binaire, c'est pas est-ce que c'est anormal, est-ce que c'est normal. Encore une fois, on est en environnement urbain, on va pouvoir considérer comme normal à Paris le passage des bus de la RATP en ville ne peut pas être considéré comme un bruit anormal. Ça fait partie de la vie, en tout cas encore une fois, tel qu'il est actuellement, avec les horaires de passage, etc., etc., etc. Vous mettez le même trafic, je ne sais pas où vous habitez, monsieur, mais j'ai compris que c'était peut-être dans la périphérie, en tout cas dans un secteur moins urbanisé, vous mettez le même trafic dans la ville où habite monsieur, évidemment que ça devient un bruit anormal du fait de l'intensité, etc., vous comprenez, et du contexte. Donc en fait, l'anormalité, c'est pas... Mais c'est ce qui dépasse un certain seuil pour une personne normale. Mais voilà. Les juges, dans un contexte donné, etc. Donc C'est pas une personne normale. Non, mais c'est les fameux critères objectifs de l'individu. Alors avant, on parlait du bon père de famille, on ne parle plus de bon père de famille, mais c'est l'homme, la femme, la personne humaine placée dans les mêmes circonstances. Qu'est-ce qu'elle est capable de tolérer et qu'est-ce qu'elle n'est pas capable de tolérer, et avec des seuils qui sont aussi des seuils de mesure qui permettent c'est objectivé par d'être objectivé comme ça. Quoi. Mais aussi, je vous le disais tout à l'heure, par rapport à l'antériorité, le texte dit, c'est-à-dire que le bruit, vous arrivez, vous allez dire, vraiment, ça fait quand même beaucoup de bruit. Peut-être ça va peut-être être la raison pour laquelle vous ne passez pas le pas de devenir propriétaire à cet endroit-là. D'accord ? Mais si vous passez le pas de devenir propriétaire à cet endroit-là, vous ne pouvez pas dire, alors que tout reste identique, vous ne pouvez pas dire au bout de 3 ans, parce qu'en réalité, ce bruit que lors d'une visite vous avez trouvé finalement acceptable, au bout de 3 ans de perte de sommeil, de tout ce que a pu indiquer comme conséquence M. Carré, devient en fait pour vous insupportable, eh bien devant la justice, ce bruit qui est, on a dit, il est exactement le même qu'au moment où vous avez acheté votre maison, eh bien il n'est pas devenu anormal parce que vous ne le supportez plus. Vous comprenez ? Donc en fait c'est à la fois, mais c'est tout l'art et toute la difficulté du droit, c'est que c'est à la fois personne dépendant, bien sûr, évidemment, mais aussi contexte dépendant et tous les éléments qui sont dans la loi dépendants. Vous voyez ?
Donc on n'a pas de réponse à qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Il y a Là, pas, Oui, puis en plus, là, il y a le contexte de l'activité préexistante. Vous faites le Oui, choix, oui. à un moment donné, il y a ce bruit, vous vous installez ici. Donc après, vous ne pouvez pas aller vous plaindre. Comme le néo-rural qui s'installe à côté du coq Maurice sur l'île d'Oléron, le coq, il est là, le coq, il chante, généralement le matin de bonne heure. Il s'installe à côté du coq, il ne va pas pouvoir aller demander la réparation de ce qui, au début, il trouvait ça charmant d'entendre le coq, et au bout d'un moment, quand il veut dormir le week-end, ça lui casse les oreilles. Et oui, mais voilà, c'est un bruit de coq à la campagne, c'est quelque chose de normal. Ce qui d'ailleurs peut être problématique, cette question de la préoccupation, de la préexistence des bruits, parce que on a dit que les troubles anormaux de voisinage, eh bien, on cherche à équilibrer les intérêts. On est obligé de supporter une certaine dose de nuisance, sinon tout tissu social serait impossible. Mais avec cette exonération de responsabilité, j'entends par là des personnes qui sont à l'origine de nuisances et qui réunissent toutes les conditions pour que leur responsabilité soit engagée, mais leur responsabilité ne sera pas engagée parce que leur activité existait avant l'entrée dans les lieux de celui qui s'en plaint. Là, on n'est plus dans la recherche d'un équilibre. Ça confère, et c'est en ça que ça peut être contestable, c'est-à-dire que celui qui était là avant bénéficie d'un droit à nuire. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a d'autres intérêts, il y a des enjeux économiques également. Comment? Tant que ça reste dans la normalité. Et puis on a La normalité, non, on on peut être en présence d'un trouble anormal, mais dès lors qu'il existe avant d'entrer dans les lieux, on ne pourra pas s'en plaindre. C'est ça l'exonération de responsabilité. Sauf si ça aggrave, si cette nuisance s'aggrave. Oui, évidemment. et puis il faut mettre en balance, comme la justice sait très bien le faire, la sécurité également. Enfin, je veux dire, la sécurité juridique de la personne qui est installée, cette activité économique qui est là depuis 25 ans, qui fait son bruit, etc. Parce que tout d'un coup, notre société évolue ou autre, ou que quelqu'un vient s'installer et s'en plaint, sa sécurité serait serait remise en cause. En fait, je pense qu'il y a là d'autres intérêts et d'autres droits essentiels et d'autres droits fondamentaux qui viennent en balance de cette situation. Donc, en réalité, et c'est tous les efforts finalement, tous les efforts évidemment qui doivent être faits, mais aussi au niveau d'une mairie finalement, j'imagine, c'est de trouver cet équilibre. Dans peut-être un déséquilibre, oui, et que d'un point de vue, on va trouver ça excessivement déséquilibré, mais que de l'autre point de vue, on pourra trouver ça tout à fait normal. Donc en fait, attention, enfin moi je me garderais bien de dire, voilà, il y a un droit à nuire. Il y a un certain nombre de grands principes qui doivent trouver à s'entre-équilibrer pour que cette civilisation fonctionne. Oui, mais quelque part, cette exonération, c'est ce à quoi elle conduit. Je ne suis pas en train de remettre en question. Je crois que l'activité économique, ce sont des intérêts qui sont importants, tout à fait. On ne peut pas, du jour au lendemain, obtenir la fermeture d'une activité. Je suis tout à fait d'accord. C'est là où le 1253 du Code civil peut poser certaines difficultés, c'est qu'il vise désormais toute activité. On verra. On verra ce que nous disent les hauts magistrats. Moi, je voulais juste rebondir sur le mot que vous avez utilisé, donc l'acceptabilité. Finalement, votre voisin fait du bruit, etc. Mais si vous le connaissez, si vous savez que voilà, il a un enfant, il fait un peu sa crise en ce moment, etc. Enfin, pour moi, et ça rejoint aussi ce que M. de Régipus a dit, quand on est dans le dialogue, dans l'interconnaissance, on va accepter un peu plus, parce qu'on va se mettre un tout petit peu à la place en termes d'empathie, en fait. Et ce qu'on a perdu dans notre société, c'est effectivement, on est segmenté et on a perdu l'empathie. Finalement, chacun est dans sa petite case et ne surtout pas savoir ce que l'autre ressent et autres. Et donc, quand on arrive à recréer sous forme d'ateliers, qui peuvent s'appeler Vie ta vie, Vie ma vie, etc., on peut imaginer un petit peu des jeux de rôle, des choses comme ça, où on passe de l'autre côté de la barrière et on se dit, ah oui, moi à sa place, peut-être que je ferai encore pire. Et donc, du coup, l'acceptabilité, elle se crée, elle augmente quand on connaît mieux les gens qui sont dans un environnement proche de notre propre vie, en fait. Et c'est vrai que pour moi,
le rôle d'un adjoint de quartier, c'est aussi justement de créer, donc avec des structures comme Régiplus et autres, de recréer ce dialogue, cette interconnaissance, parce que les gens me disent on a peur. Alors on a peur, mais on a peur de quoi en fait? Et au bout de 3 phrases, ben, ils me disent ah oui, peut-être qu'on ne devrait pas avoir peur. Ben oui, il faut peut-être pas avoir peur, il faut peut-être franchir la porte, il faut peut-être aller frapper, peut-être qu'il ne va rien vous arriver, que vous allez rencontrer quelqu'un de super sympa sur votre palier. Et donc ça, il faut l'accompagner, je pense. Et ça, peut-être dans votre travail, je pense que c'est quelque chose de recherche, c'est quelque chose qui se développe dans les collectivités et autres, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille, le vivre ensemble. Tout à fait. Et c'est ce vers quoi s'oriente le projet Cavive. Non. Pardon. C'est la seule solution, donc le lien social, finalement? Non, ça, à mon avis, c'est pas la seule solution, mais il me semble que c'est un levier intéressant, en tout cas, à exploiter, créer du lien de qualité, et penser tout ça sur le plan urbanistique, sur le plan de la conception, sur le plan des aménagements qui sont faits pour rapprocher les gens, sur l'aspect éducatif également, apprendre, ne pas avoir peur d'aller vers l'autre. Voilà, c'est un ensemble de... C'est lié de réduire le bruit au maximum quand même. On ne peut pas dire je fais du bruit mais je vais te parler, ça ira mieux. Oui, non mais je vais comprendre pourquoi ça me gêne mon voisin en fait, c'est ça aussi. Et ça va me convaincre qu'il faut peut-être que... Jusqu'à un certain seuil. Oui, non mais je parle pas des cages. Ok, t'es jeune, t'écoutes la techno toute la nuit, c'est pas grave. Oui, mais tu sais, dans les habitats partagés, il y a des réunions qui sont faites une fois par semaine, où les gens parlent et ils exposent leurs difficultés. Non, mais voilà. Et ça permet de ah oui, excuse-moi, j'ai fait du bruit avec ma tondeuse, excuse-moi, c'est vrai que j'ai fait venir ma famille, ça fait du bruit. Donc je pense que le dialogue, l'échange est un bon moyen de prévenir. J'ai fait partie d'un café associatif à Chambéry. La trahison qui a été faite, et je vais le dire avec les mots des habitants et des habitantes de ce café associatif, c'est qu'on n'a pas fait de concertation au moment dans notre modèle économique. Il a fallu faire des concerts le soir. Alors que le lieu ne s'adaptait absolument pas à réceptionner des concerts de musique. Voilà. Donc les voisins du dessus, un café associatif, c'était leur représentation, il y avait une concertation, une discussion avec eux, c'était très heureux de voir arriver cette activité économique. Quand ça a changé, on a manqué ce moment de lien, on a manqué ce moment de discussion, de tentative d'empathie et de compromis. À quel niveau ça sera trop, comment on pourrait faire un moment pour nous dire c'est trop et ainsi de suite. Et là, par contre, on a perdu tout lien et tout rapport avec les voisins et les voisines et on est devenu quasiment le café à abattre dans tout le quartier. C'est dommage. Ça a perdu en tout cas pour parler un petit peu de personne morale avec personne physique, dans un esprit d'habitat collectif et normalement dans un lieu qui est censé être le lien social et redonner du lien entre les uns et les autres. Voilà. On a raté ça, c'est la concertation vraiment autour du bruit. Ça a été vraiment ça. Et en termes de santé mentale, je tiens à le dire, ça a créé des gros problèmes avec une personne dessus qui justement travaillait le soir. Ça a été très 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 problématique parce que c'était une tension, un stress pour lui. Et ça a failli être violent. Voilà, je le dis clairement. La solution pour lui, c'était de venir taper sur l'un d'entre nous. Quoi. Pardon ? Ce que je voulais dire, parce que ça fait partie peut-être des leviers qui nous sont mis à disposition, vous avez une stratégie nationale interministérielle sur ce qui s'appelle les compétences psychosociales, qui reste encore à bien définir et après à correctement implémenter. Mais dans l'idée, c'est ce qui se cache derrière la déclaration d'un ancien ministre de l'Éducation qui avait dit à un moment, publiquement, on va faire des cours d'empathie à l'école pour prévenir du harcèlement scolaire. En fait, conceptuellement, c'est cette promotion des compétences psychosociales qui sont des compétences cognitives, émotionnelles et sociales dans lesquelles on apprend à fonctionner ensemble, on apprend à fonctionner avec soi-même, on apprend à fonctionner en fonction d'un cadre avec des éléments qui sont très souvent pointés comme manquants, problématiques dans des situations où ça ne va pas, et qui sont des éléments qui sont vus comme tout à fait positifs, protecteurs, promoteurs, quand on analyse ce qui fait que ça fonctionne bien. Donc peut-être que là-dessus, on se dira à un moment, ces compétences psychosociales en milieu scolaire font qu'à terme, il y aura des générations qui sauront faire une demande, j'ai besoin de plus de calme, faire un reproche,
il faudrait que tu baisses la musique sans que ça me paraisse insurmontable de cela. Donc c'est vraiment de la compétence en termes de communication. Et puis je voyais des expérimentations dans des établissements scolaires, alors j'imagine très soutenus par des collectivités, où vous avez des jauges de bruit dans les lieux communs, notamment au moment de la restauration. Et je crois que c'est dans un établissement du secondaire, où là, d'un certain seuil, la luminosité change totalement. Vous passez un peu les feux tricolores, hein, en fait, et je trouve que quand on évoquait un peu le diagnostic de est-ce qu'on se rend compte, est-ce qu'on est sensibilisé au bruit, bon ben là, l'expérience menée, elle a probablement cet objectif-là et cette vertu-là, c'est de donner aux personnes très tôt un apprentissage du bruit, de l'effet du bruit, de pouvoir intégrer, c'est un feedback, hein, d'avoir un retour sur l'expérience et après qu'ils régulent leur comportement, avec à terme l'idée qu'il n'y a plus besoin d'avoir les sondes qui détectent et les lumières qui changent, parce que chacune aura fait l'expérience du confort, de la qualité de vie, qui sont des déterminants du bien-être et de la santé mentale. C'est sympa. Voilà. Et on va s'éloigner du voisinage, hein, mais ça fait partie, je crois, des axes de développement des services de santé et de médecine au travail. Le bruit en contexte professionnel. Voilà. Donc on voit en plus une thématique transversale, si elle est à la maison avec le voisinage, mais aussi peut-être dans l'aménagement public, mais aussi en contexte professionnel. On l'a vu, c'est un déterminant de santé. Donc probablement aussi que c'est bien d'avoir des aspects de tiers groupés à différents domaines pour qu'on embarque sur les bénéfices à se psycho-éduquer, entre guillemets, au bruit et à ses inconvénients. Arnaud, tu auras eu le dernier mot de cette table ronde. C'est presque le dernier mot parce que là, voilà, je vais remercier donc les intervenants d'avoir participé à cette table ronde. Merci aux personnes présentes également. Merci à l'université de soutenir ce projet, à la faculté de droit également. Je remercie Wafia Meguirech également qui est très impliqué dans ce projet et ainsi que Mallory. Voilà. Merci. Merci.